Pour ce troisième et dernier entretien sur l'organisation écologique, nous allons encore monter d'un niveau, nous allons changer d'échelle pour passer au problème global de l'organisation des systèmes naturels. Changer d'échelle, cela veut dire que l'on va encore augmenter, donc rencontrer une complexité plus grande que ce que nous avons rencontré jusqu'ici. Dans la première émission, on a décrit la notion de niche écologique et dans la seconde, en montant d'un cran, on a vu le concept d'écosystème, les différentes interactions internes à cet écosystème, les facteurs limitants, etc. Mais on a également vu qu'un écosystème était un système ouvert, donc nécessairement en interrelation avec d'autres écosystèmes ouverts eux-mêmes. Eh bien, la Terre est le plus vaste complexe d'écosystèmes, enfin pour le moment, à notre portée. Et c'est ce qu'on peut désigner, l'étude de ce vaste complexe peut être désignée sous le label de géoécologie. Alors, il s'agit là effectivement d'essayer de comprendre comment notre planète se trouve régulée, comment elle s'autorégule, comment interagissent entre eux les grands cycles naturels. Alors, Alain Tamizier, je ne sais pas si c'est très raisonnable de s'attaquer à un système aussi global, aussi vaste et aussi complexe, mais en tout cas, je pense qu'il y a nécessité de cette approche. Je pense qu'il y a nécessité de cette approche à deux niveaux. Sans hiérarchie, je dirais que le premier niveau, il est d'ordre intellectuel. Comme vous l'avez dit, chaque écosystème étant ouvert, en communication avec les écosystèmes voisins, cela signifie que dès qu'on prend un peu de recul, on mesure bien que la planète en tant que telle, avec son support minéral, ses communautés animales et végétales, constitue un gigantesque écosystème qu'il importe, ou pour lequel il peut être très intéressant, sur lequel il peut être très intéressant de faire des recherches de façon à en comprendre son fonctionnement global. Ça, c'est donc une approche intellectuelle qui, en soi, a une justification. Mais quand bien même on n'aurait jamais eu cette approche intellectuelle, les conditions actuelles de la planète font que les scientifiques ont été contraints de se poser la question, car c'est à l'échelle de l'ensemble de la planète que l'on observe depuis quelques décennies des modifications sans aucun doute induites par les activités humaines. Et je présume qu'il y a toujours écho à la moindre des activités, puisque le fait est que tous les écosystèmes sont interdépendants et que par conséquent les résonances peuvent être lointaines mais n'en sont pas moins importantes. Elles peuvent être lointaines, importantes et en même temps totalement méconnues ou imprévisibles. On pourrait prendre un exemple. On sait que sur la calotte glaciaire au niveau de l'Antarctique, donc dans l'hémisphère sud, il y a des quantités de DDT absolument considérables qui sont stockées, qui ont été reçues sur cette partie-là de la planète, alors qu'il est évident que le DDT produit n'a pas été lâché à cet endroit-là. Et la distance la plus proche imaginable est de plusieurs milliers de kilomètres, c'est-à-dire que c'est probablement soit de Tasmanie, soit du sud de l'Amérique du Sud que ces dégagements de DDT ont été produits. C'est-à-dire que le facteur de pollution, puisqu'il s'agit de pollution en l'occurrence, a été localisé à un endroit ou à un autre, mais que les effets de cette pollution se sont fait sentir sur un écosystème totalement a priori indépendant du premier et qui est à plusieurs milliers de kilomètres. C'est dire l'interdépendance de ces différents écosystèmes et le fait que lorsque l'homme, en l'occurrence, agit d'une façon ou d'une autre sur un écosystème, en réalité, il va agir sur bien davantage et à la limite sur l'ensemble de la planète. On pourrait multiplier les exemples de ce style, il n'y a pas de limite. Mais la conséquence est que les milieux les plus reculés, ceux qui paraissent le plus à l'abri des actions de l'homme, même ces milieux les plus reculés, en réalité, d'une façon ou d'une autre, sont également atteints par les activités humaines.
Alors il y a deux positions par rapport à ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a d'une part l'attitude qui peut dire mais précisément la planète est pleine de réserves et elle a une espèce de tendance naturelle, je pense un peu à Molière vis-à-vis des médecins, la nature d'elle-même a tendance à se soigner du désordre où elle est tombée. Et puis il y en a d'autres qui effectivement ont une position plus inquiète en disant il y a peut-être des désordres qui risquent de n'être pas récupérables, ou en tout cas qu'il faut essayer de récupérer de façon volontariste. De même que par exemple, je pense au gaz carbonique, de plus en plus actuellement il y a du gaz carbonique dans l'atmosphère et les prévisions des conséquences sont quelquefois contradictoires. C'est vrai que dans ce type de domaine, peut-être plus que dans tout autre, il y a beaucoup de marge de manœuvre qui permettent à des positions un peu excentriques de se manifester. C'est-à-dire que, comme vous le dites, on va avoir à la limite des prévisions extrêmement dramatiques, dramatisantes pour une situation qui n'est pas forcément, en tout cas en termes de raisonnable. Et c'est vrai que chaque fois que l'on essaie de s'informer sur la réalité d'une pollution, la réalité de quelque chose qui est souvent présenté ou qui est quelquefois présenté comme dramatique, souvent on observe que les résultats sont très contradictoires entre une personne ou l'autre, que l'une ou l'autre, ou l'une et l'autre soient des scientifiques. Je crois que là, il n'y a pas de différence. Cela est dû, à mon avis, tout simplement au fait qu'on est là aux limites de la capacité de perception de l'homme d'aborder ces problèmes-là compte tenu de leur échelle. Très bien. Néanmoins, on dispose d'un certain nombre d'informations suffisamment claires, suffisamment constantes dans leur obtention pour que une certaine inquiétude, voire une réelle inquiétude, s'instaure au niveau de l'homme, au niveau des hommes responsables plus particulièrement. Alors, vous avez parlé du problème du dioxyde de carbone. C'est vrai que c'est un problème qui a été soulevé déjà au moins depuis 40 ou 50 ans. On sait que la production de CO2, dioxyde de carbone, à travers les activités humaines, donc en fait à travers la combustion d'un certain nombre de produits, la quantité de CO2 produite, dégagée dans l'atmosphère, augmente. Le taux de CO2 dans l'atmosphère augmente, les mesures sont là qui permettent de le quantifier, là-dessus aucun problème. La difficulté est d'extrapoler et de dire la courbe d'accroissement de CO2 dans l'atmosphère, elle a cette forme-là, cette pente-là, et de l'extrapoler en disant dans 10 ans, elle sera à ce niveau. Là, il y a un risque. Et en fait, en tant que scientifique, on n'a pas le droit de faire dépasser une courbe au-delà des points qui ont permis de la définir. C'est là qu'intervient la conscience de l'individu. Est-ce que j'ai le droit de faire ce type de prévision au-delà des données dont je dispose ou non? Néanmoins, une réalité existe, pour rester sur ce problème du CO2, c'est que cette quantité de CO2 dans l'atmosphère augmente et qu'elle se traduit notamment, c'est notamment parce qu'il y a d'autres effets, elle se traduit notamment par une tendance à l'accroissement de la température sur la Terre, puisque la couche de CO2 dans l'atmosphère autour de la Terre va réduire le rayonnement de la Terre. C'est-à-dire que le rayonnement de la Terre qui, la nuit, provoque un refroidissement de la Terre, se produira de façon moins intense. Et déjà, il y a une trentaine d'années, des scientifiques avaient annoncé, en termes sous forme d'apocalypse, la fonte des calottes glaciaires à cause de cet accroissement de CO2. Est-ce qu'on se rapproche de cette phase-là ou non? Je ne suis pas compétent pour le dire, mais on a là tout de même un exemple très précis d'une réelle menace qui pèse sur la planète, quand bien même on ne saurait pas définir avec précision l'échéance de cette catastrophe. Mais on pourrait prendre d'autres exemples. Je prendrais peut-être celui des pluies acides. Les pluies acides parce que c'est quelque chose dont nous avons tous entendu parler. Entre parenthèses, il est intéressant de noter que les pluies acides ont causé des dégâts considérables il y a maintenant plus de 15 ans dans le nord de l'Europe et dans le nord de l'Amérique du Nord, sans que pour autant en France on se soucie vraiment de ce problème-là, alors qu'on savait qu'il allait arriver tôt ou tard chez nous. Néanmoins, la chose est actuellement en cours et cela mérite peut-être qu'on s'y attarde un tout petit peu. Qu'est-ce que c'est que les pluies acides? Les pluies acides sont le fruit de deux phénomènes différents. D'une part, la quantité
croissante de dioxyde de soufre et d'oxyde d'azote qui sont rejetés dans l'atmosphère à cause d'un certain nombre, à nouveau, de combustion. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Ça, c'est le premier élément qui provoque donc un accroissement de nitrates et de sulfates dans l'air. Ces nitrates et ces sulfates, vont dans les nuages et sous forme ensuite aqueuse, retombent sous forme de pluie acide. Très bien. Mais il y a un deuxième phénomène qui est simultané, qui est celui d'un accroissement d'un certain nombre de produits que l'on appelle photooxydants et qui sont liés, peu importe l'origine, mais qui sont liés à nouveau à des rejets liés à l'activité humaine et qui accélèrent ou qui accentuent ou qui favorisent l'effet négatif des pluies acides. Donc, photooxydants plus pluie acide provoquent une dégradation considérable dans les écosystèmes, pour le moment, et surtout dans les écosystèmes forestiers, mais également, on le sait, dans certains écosystèmes aquatiques. C'est bien à l'échelle de la planète que ce problème-là se pose. Alors que les dégagements de SO2, de NO2, etc., qui sont à l'origine de ces pluies acides, peuvent être focalisés sur certains emplacements, et on sait qu'ils sont focalisés surtout sur les grands centres industriels, ou en tout cas dans les pays industriels. Quelle est la cause première de ces pollutions? En fait, on sait en gros que ce sont les transports, donc le fonctionnement des moteurs, le fonctionnement des centrales thermiques, le fonctionnement des complexes industriels et l'agriculture qui sont pour l'essentiel responsables de ces pluies acides. Donc, on est, en tant que scientifique, mais en tant qu'homme tout court, on se trouve confronté à un problème qui est celui de la survie de la planète, confronté à celui du développement des activités humaines, développement des activités à travers une société telle que la nôtre. Et là, il y a véritablement conflit. De sorte que la question de départ était, est-ce que l'homme est capable de bien maîtriser ces problèmes à l'échelle planétaire? La réponse est probablement non, dans un premier temps. Mais le premier élément de réponse dont on a besoin, c'est de savoir si, oui ou non, ce problème est réel. Et nous avons tous les éléments pour affirmer qu'il y a réalité d'un problème dramatique. Est-ce que précisément les éléments sont suffisamment rassemblés et suffisamment publiés pour que l'opinion publique soit sensibilisée de façon convenable? On peut espérer que oui, on peut dire que non. Ce qui est certain, c'est que les choses évoluent. En 1980, à l'échelle de la communauté européenne, une première mesure a été prise pour sensibiliser les gouvernements membres de la CEE vis-à-vis de ces problèmes-là. Ensuite, en 1985, ont eu lieu les accords d'Helsinki, c'était à l'échelle de l'ONU, et ces accords d'Helsinki ont eu pour conséquence d'inciter les pays à réduire leur dégagement de SO2 de 30% d'ici 1993, ce qui est une mesure extrêmement contraignante, et il semble que, non, c'est pas il semble, et la France a pris des mesures encore plus contraignantes, puisqu'elle a décidé de réduire ses dégagements de 50% d'ici 1990. Donc des mesures encore plus fortes que celles qu'elle avait accepté de prendre dans le cadre de ces accords. Encore une autre mesure, en 1985, à nouveau une directive européenne pour réduire la pollution des centrales thermiques. Enfin, encore une directive européenne demandant à tous les pays européens de réduire la pollution par le plomb avec les véhicules. Donc ce sont là autant de mesures qui ont été prises à l'échelle internationale parce que, premièrement, on avait pris conscience de la gravité du problème et que, deuxièmement, on savait qu'il fallait répondre à cette gravité du problème par des mesures ad hoc. En termes d'information vis-à-vis du public, je mentionnerai avec plaisir la publication récente par le ministère de l'Environnement français d'une plaquette disponible au public, je crois, et qui donne toutes les informations utiles sur ce problème des pluies acides. Et il apparaît clairement dans cette plaquette qu'il ne faut pas attendre, et c'est le gouvernement par le canal du ministère de l'Environnement, du ministre de l'Environnement qui le dit, il ne faut pas attendre que
toutes les mesures aient été faites, que l'on ait mis au point tous les procédés et que l'on ait compris tous les processus biochimiques qui conduisent à la dégradation des forêts ou des milieux naturels à cause des pluies acides pour prendre des mesures. La première chose, elle est un constat. Nous avons fait ce constat, il existe, il est probant. Il ne faut pas attendre davantage à cause de la gravité du problème pour prendre les mesures qui s'imposent. Et de ce point de vue-là, on peut dire que l'on a déjà commencé à avancer dans le bon sens. Alors si ces mesures sont prises, comme vous dites, on peut considérer que le danger est écarté ou non? Non, certainement pas. Le fait de dire non ne signifie pas que les mesures sont inutiles. Nous sommes très heureux les uns et les autres, et pour l'humanité sans aucun doute, que ces mesures soient prises. Mais il faut bien mesurer que ces propositions ou ces projets de réduire de 50% en ce qui concerne la pollution par le plomb sont rapportés à des unités de production. C'est-à-dire que si, par exemple, si on dégage dans l'air X quantité de plomb quand on fait 100 km de voiture, l'État s'est engagé, en mettant en place des systèmes de pots d'échappement, on le sait les uns et les autres, l'État s'est engagé à ce que cette production, cette quantité de plomb, d'ici 1990, soit réduite de moitié. Donc ça, c'est un gain, à condition que pour l'ensemble de la planète, le nombre de kilomètres parcourus ne soit pas double. Si d'ici 90, la moyenne des gens fait 2 fois plus de kilomètres que maintenant, en termes de quantité de pollution produite, on en sera exactement au même point. Or, rien, jusqu'à maintenant, n'empêche quiconque de consommer, de produire 2 fois plus qu'il le faisait autrefois. Et c'est bien cet accroissement de production qui est souvent le facteur le plus fort de l'accroissement de la pollution. Là, nous en sommes revenus à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire à la difficulté de produire les courbes d'évolution, aussi bien dans la production en général que dans la production de pollution. C'est-à-dire que malgré tout, on peut présumer qu'en effet, compte tenu de la position vis-à-vis du développement en général, c'est bien vers un accroissement de ces productions que l'on va. Simplement, on ne sait pas quelle est exactement la quantité, la courbe. Et j'en reviens à ce que je disais tout au début de cet entretien. Il faut essayer de connaître les dispositifs globaux, puisque la planète est un grand écosystème qui est en autorégulation et tous les autres écosystèmes sont en interdépendance. Alors, est-ce que la science écologique, d'abord, qu'est-ce que c'est la science écologique? Est-ce que c'est pas plutôt le rassemblement d'un très grand nombre de disciplines? Oui, qu'est-ce que c'est que la science écologique? Ça pourrait être un sujet de tout un débat. Il me semble, en tout cas, que l'écologie en tant que science apparaît comme actuellement l'étape ultime de l'évolution des sciences. Si l'on se souvient de ce qu'était un scientifique au Moyen-Âge ou jusqu'au XIXe siècle, je crois qu'on pourrait dire que ce scientifique, c'était un homme polyvalent. Il avait une connaissance de toutes les disciplines, dans toutes les sciences. Prenons Buffon, lisons les œuvres de Buffon, on est sidéré de voir l'étendue de son savoir. Léonard de Vinci, Pascal, des hommes capables de traiter de tous les problèmes. Avec le XXe siècle, en gros, on peut dire qu'on a assisté à une diversification des sciences et des scientifiques, chacun dans une discipline donnée. Cela afin de pouvoir répondre à la nécessité d'approfondissement de chaque discipline. Chacun est devenu de plus en plus pointu dans son sujet de recherche. C'était indispensable à l'accroissement de la connaissance dans chacune de ces disciplines. Bien. Et puis maintenant, dernière phase, on mesure à travers ces problèmes, notamment ces problèmes de globalité planétaire, on mesure la nécessité de remettre ensemble tous ces scientifiques dans ces disciplines diverses parce que les problèmes abordés nécessitent l'intervention de chacun d'eux, chacun dans son domaine. Donc on a besoin de rassembler toutes ces forces de ces différentes disciplines scientifiques et il me semble bien pouvoir dire que l'écologie doit être cette science de rassemblement. Elle n'est pas une discipline que l'un ou l'autre peut accaparer à son profit, peut ramener à son avantage, c'est bien une plateforme dans laquelle tout le monde va se retrouver. N'est-ce pas singulier de voir les sociologues
travailler avec des géographes. N'est-ce pas singulier de voir un géographe faire appel à un biologiste pour comprendre un problème qu'il étudie? N'est-ce pas singulier de voir les relations étroites entre l'économie et la géographie, entre les écologistes et les biochimistes? On voit bien la nécessité de toutes ces passerelles. De sorte que les problèmes qui se posent actuellement à l'échelle planétaire font véritablement appel à un regroupement, à un resserrement des liens entre toutes les disciplines. Et ce n'est pas par hasard si, effectivement, se mettent en place progressivement, à travers des grands organismes internationaux, comme l'UNESCO, on voit se mettre en place des programmes qui s'appellent l'homme et la biosphère. C'est un programme relativement ancien, mais beaucoup plus récemment, on vient de mettre en place un programme international d'études de la biosphère et de la géosphère. On est là en plein dans le problème dont vous parlez. On est en face de problèmes extrêmement complexes. On sait qu'on n'a pas encore tous les moyens de tout comprendre, mais on sait aussi, avec la même certitude, que les problèmes qui se posent à l'équilibre de la planète sont extrêmement sérieux. Et je crois qu'on peut dépasser le cadre strictement scientifique de cette émission, si vous permettez, et dire que la science, au moins, aura aidé, peut-être maintenant, à montrer que la survie de l'humanité sur la planète repose sur les capacités de l'homme à trouver ces éléments, bien entendu, mais ça repose aussi en grande partie, ou essentiellement, sur la survie des systèmes naturels. L'homme ne peut pas se désolidariser du support qu'il a fait naître et auquel il est adapté. L'homme ne peut pas dire « je survivrai dans une planète complètement dégradée ». Donc la survie de l'homme passe nécessairement par une surveillance accrue, croissante de l'homme vis-à-vis de ce qui se passe sur sa planète. Et probablement que, encore une fois, ces grandes structures, peut-être trop administratives, mais indispensables au départ, que ces grandes structures internationales sont là pour mettre en place tous les éléments qui permettront de mesurer les problèmes et ensuite de tenter d'y résoudre. Mais c'est clair qu'on se trouve à terme devant un conflit de situation entre le développement souhaité d'une société, de plus en plus consommatrice, c'est-à-dire de plus en plus dépendante d'un milieu, et d'autre part la survie d'un système que cette même société tente à épuiser et à dégrader. Il y a là un conflit qui dépasse largement le problème scientifique. On est à un problème d'écologie très générale qui peut être considéré comme de l'écologie politique, sans aucun doute, dans la mesure où on peut à la limite se retourner contre les systèmes politiques qui mettent en place et qui ont mis en place cette démarche de consommation croissante sur les milieux. Néanmoins, c'est un problème d'écologie au sens très très large. Et d'ailleurs, il y a un autre conflit qui peut intervenir. Sur un plan plus spécifiquement scientifique, cette fois, vous avez tout à fait défini une situation pluridisciplinaire à propos de l'écologie, mais il y a aussi la nécessité de mettre en cohérence un travail qui se fait sur le terrain et une capacité de mettre en système, c'est-à-dire d'une approche à caractère systémique, puisque c'est le terme utilisé maintenant, qui invente des modèles globaux extrêmement complexes, et il faut réussir à mettre ces deux dispositifs en parfaite harmonie. Oui, ce type de situation que vous évoquez maintenant à l'échelle donc, des changements de la planète et qui est indispensable, en réalité, on le retrouve à toutes les échelles de la démarche écologique. C'est-à-dire qu'on peut aborder un problème soit par la base, c'est-à-dire en travaillant avec les données de base collectées sur le terrain. C'est une première démarche qui a l'inconvénient d'être rustique, donc à la limite pas toujours très crédible, surtout dans le monde scientifique, qui a en revanche le gros avantage de partir de la base, de partir du terrain. Ça, c'est une démarche qu'on pourra dire ascensionnelle. Et puis l'autre démarche, elle consiste à utiliser notre rationalité de scientifique et de considérer qu'on va mettre en place, on va essayer de définir de grands modèles, des grands principes souvent sur le type probabiliste, en tout cas toujours très rationnel, de bâtir des grands modèles et ensuite d'alimenter ces modèles ou de tenter de les alimenter à partir de données collectées sur le terrain. Il est vrai qu'en écologie en général, on assiste à cette espèce de dualité de position, alors qu'en fait, il me semble évident que ni l'une ni l'autre n'est la panacée, mais que les deux sont indispensables.
Il faut d'une part des théoriciens qui bâtissent des modèles et qui essaient de concevoir les choses, et ensuite qui essaient d'alimenter leurs modèles avec les données de terrain, et d'autre part des hommes de terrain qui, eux, raisonnent à partir des données de base et qui essaient de voir comment ils peuvent utiliser les grands principes, les grandes théories proposées par les théoriciens. Les deux démarches sont indispensables, encore une fois, aussi bien à l'échelle d'une petite recherche individuelle ou d'une petite équipe qu'à l'échelle des programmes qu'il faut mettre en place pour comprendre le fonctionnement de la planète et pour prendre la mesure des changements globaux qui interviennent à l'échelle de la planète. Pour ceux que l'écologie intéresse, je vous signale qu'une bibliographie est à leur disposition. Évidemment, c'est une bibliographie fragmentaire, non exhaustive, ça ne serait pas possible. Et pour obtenir cette bibliographie, il suffit de m'écrire Émile Noël, émission L'Organisation écologique, France Culture, Maison de Radio France, 75 786 Paris CEDEX 16.